bonjour à tous, soyez les bienvenus au Visiatom pour notre dernière conférence de l'été qu'on avait intitulée Rencontre avec un archéologue. Alors cet après-midi, nous recevons un physicien, Laurent Cortella, qui va nous expliquer, je crois, comment, grâce à la radioactivité, on peut conserver des objets anciens. Ça va, c'est à peu près bien résumé ? C'est ça. Bah, écoutez, je vous laisse la parole. Merci d'être venu. Et puis, bonne présentation. Voilà. Donc ça marche ? Oui, ça y est. OK. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour effectivement montrer un peu notre activité qui utilise, on va le voir, la radioactivité pour la conservation du patrimoine en général. Ce que je vous propose... Alors, oui, c'est par là qu'il faut... Voilà. Grosso modo, le plan, je l'ai un peu illustré sur cette planche ici. On va parler... on va se poser un certain nombre de questions et on va essayer d'y répondre. Et la première question, c'est pas la conservation, c'est la caractérisation du patrimoine. Je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est pas l'objet de cette conférence, mais bon, on va juste en parler un petit peu. Quand on se pose des questions, par exemple, Ramsès II était-il un vrai roux ou était-il teint ou aîné ? Et il faut... alors, les questions, on verra peut-être à la fin, d'accord ? Hein ? Ah, tu sais si Ramsès II était teint ou aîné ou s'il était un vrai roux ? Était-il teint... Voilà, parce que là, tu es très fort, hein, si tu sais. Hein. Donc, on verra qu'il y a des techniques nucléaires qui permettent de répondre à ce genre de questions, à donner des informations sur les objets archéologiques ou les objets du patrimoine en général. Mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est le côté comment intervenir donc, sur les objets du patrimoine pour assurer leur conservation, pour les stabiliser, pour faire en sorte qu'on va réussir à les conserver dans le temps. Donc là, la question toujours par rapport à Ramsès II, c'est comment sauver sa momie qui était dans un état de dégradation avancé. Alors on va décliner un petit peu cette question autour de deux thématiques liées à l'utilisation du rayonnement. C'est comment désinfester par exemple un bébé mammouth congelé ou une statue d'église attaquée par des insectes. Donc ça, c'est les effets biocides par l'irradiation gamma. Et puis, comment consolider des objets qui sont abîmés. Et ça, c'est donc les traitements de consolidation par des résines qui ont la propriété de durcir sous le rayonnement, ce qu'on appelle des résines radiodurcissables. Alors, oui, c'est par là. On va commencer juste par quelques planches, là, juste pour parler de la caractérisation. Les rayonnements offrent un pouvoir d'investigation qui est quand même très, très intéressant. On s'en est aperçu tout de suite. Ça, c'est la première radiographie qui a été faite en 1895 par Röntgen, le découvreur du rayonnement X. Et il a fait cette radiographie quelques jours après avoir découvert le rayonnement X. Donc tout de suite, on s'est aperçu qu'avec les rayonnements, on pouvait rentrer au cœur de la matière et on pouvait avoir des informations sur la matière. Donc on peut appliquer ça effectivement au patrimoine en général. Une des techniques beaucoup utilisées à partir de la radioactivité et à partir de la radioactivité naturelle, c'est tous les processus les procédés de datation. Donc vous avez les procédés de datation qui sont basés sur la radioactivité contenue dans l'objet lui-même. Alors c'est tout ce qui est décroissance du carbone 14. Il y a aussi l'uranium 234 qui est utilisé pour des datations beaucoup plus longues. Donc là, on se base sur la décroissance vraiment de la radioactivité à l'intérieur de l'objet. Il y a aussi la dose reçue par l'objet de par son environnement. Et donc ça, c'est les phénomènes on va faire de la dosimétrie, on va servir de l'objet comme d'un dosimètre et on va pouvoir donc calculer ensuite le temps d'exposition de l'objet dans la radioactivité naturelle. Donc ça, c'est la thermoluminescence, la datation par thermoluminescence qui est essentiellement utilisée sur les céramiques. Donc,
autre technique d'investigation sur les objets, c'est tout ce qui est l'imagerie. Alors, bien sûr, la radiographie. Là, j'ai donné un exemple de radiographie sur un Bouddha en bronze. Vous avez la radiographie au rayonnement X, qui est la radiographie classique, qui va donner des informations, par exemple, sur la densité de l'objet, sur la quantité de matière qu'il y a à traverser. Mais vous pouvez faire aussi de la radiographie avec d'autres rayonnements, par exemple des neutrons. Et là, vous allez avoir une information sur les matériaux organiques à l'intérieur de l'objet, puisque les neutrons réagissent essentiellement avec les atomes d'hydrogène. Et donc, là, on voit sur cette photo qu'il y avait un pieu en bois au milieu de la statue en bronze, chose qu'on ne peut pas voir avec la radiographie X. Et puis des feuilles aussi qui donnent toutes ces... Donc voilà des types d'investigations qu'on peut faire. On peut faire aussi de la dispersion du rayonnement, qui va nous donner des tas d'informations. Donc, par exemple, la dispersion des neutrons, ou donc ça, c'est une image, oui, pour chercher les différents atomes qui sont constitutifs de ce casque corinthien là. Ici, c'est Aglaé, c'est une installation, c'est un accélérateur qu'il y a dans ce qu'on appelle les labos du Louvre. C'est-à-dire le centre de recherche C2RMF, centre de recherche et de restauration des musées de France. Voilà. Donc, ils vont solliciter la matière et ils vont regarder comment réagit la matière en réémettant de la lumière visible une fois qu'elle est irradiée. Donc, c'est les phénomènes de fluorescence X. Ou de fluorescence par bombardement, donc là ça doit être des protons, je crois, dans ce cas-là. Voilà, donc on peut comme ça qualifier les matériaux qui ont été employés pour faire ça. Donc les fameux cheveux de Ramsès II, eux ils ont été en 1976, ils ont été étudiés par activation neutronique, c'est-à-dire qu'on les a bombardés avec des neutrons. On a créé comme ça de la matière radioactive, parce que quand on bombarde avec des neutrons, on crée de la matière radioactive. On a regardé quelle était la matière radioactive qu'on avait créée comme ça, et on en a déduit les composants qu'il pouvait y avoir. Alors comme ça, on peut retrouver des traces, en particulier des traces de métaux, et on espérait comme ça savoir si, il avait des pigments naturels, ou si il avait des pigments de type aîné. La conclusion n'est pas très claire. A priori, comme il est mort à 91 ans, il avait les cheveux blancs. Donc, il n'est pas impossible qu'il ait eu quelques pigments roux naturels, mais très certainement, il est éteint ou aîné, effectivement, derrière. Mais était-il roux dans sa jeunesse? On n'a pas la réponse. Voilà. Donc ça, c'est la partie caractérisation. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'intervention directe sur l'objet pour améliorer sa conservation, donc par le rayonnement. Alors, l'idée d'utiliser le rayonnement gamma pour faire de la conservation, elle est née à la fin des années 60 par un jeune ingénieur qui était tout nouvel embauché sur le nouvel irradiateur du CEA Grenoble, qui était un instrument de recherche tout nouveau à l'époque. Et il a eu l'idée de conserver cette statuette qui était de sa collection personnelle en utilisant des résines qui durcissaient sous le rayonnement. Alors il a fait ça un petit peu en perruque dans son coin. Et ça a très bien marché. Et il se trouve que l'année d'après, Grenoble venait de changer de mairie, et il y avait son ancienne mairie qui avait un magnifique parquet marqueté dans la salle des mariages, dans l'hôtel du Connétable de Lesdiguières. Et ce parquet était attribué aux ébénistes H, donc les grands ébénistes du roi. Et ce parquet avait énormément souffert
Et l'idée, c'était de le démonter et de le refaire à l'identique. Et lui a proposé non pas de le refaire à l'identique, mais de l'imprégner par les mêmes résines radiodurcissables qu'il avait utilisées sur sa statuette pour le consolider et pouvoir le remettre en place. Alors, c'est chose qui a été faite. Alors, ça se démonte facilement, ce genre de parquet marquetté, en grand carré de 45 cm sur 45 cm. Et donc, vous voyez une photo en 1970, là, des plaques de parquet dans la cellule d'irradiation. Les plaques qui ont été au préalable imprégnées, donc de résine de métacrylate de méthyle à l'époque, donc c'est le monomère du plexiglas en fait, et donc irradié, et ensuite remis en place, et maintenant on continue à marcher sur ce parquet. Alors il y a quelques années on a fêté les 40 ans de cette opération, avec Madame Fioraso qui n'était pas encore ministre de la Recherche, mais qu'elle allait le devenir quelques jours après. Donc voilà, on continue à marcher sur ce parquet qui était pourtant dans un très mauvais état avant son traitement. Donc ça, c'est vraiment ce qui a lancé l'idée de dédier un programme de recherche aux applications du rayonnement gamma pour la conservation du patrimoine. Alors, aujourd'hui, à Grenoble, donc, s'est constitué un groupement d'intérêt public sur cette activité-là, autour de cette activité née de cette opération. Un groupement d'intérêt public avec différents acteurs, le principal étant le CEA, mais avec aussi le ministère de la Culture, la ville de Grenoble, la région Rhône-Alpes, et puis une petite association. Tous ces gens mettant en commun un certain nombre de moyens. Et nous sommes un atelier et un laboratoire, c'est-à-dire que nous vivons de nos prestations que nous proposons à nos clients qui veulent conserver leur patrimoine. Et puis nous avons une activité aussi de recherche et développement pour offrir les meilleures technologies pour la conservation du patrimoine. Alors on va faire des technologies autour du rayonnement, mais on a aussi des technologies qui n'utilisent pas le rayonnement, dont je vais assez peu parler aujourd'hui, j'en parlerai un tout petit peu. Et on cherche toujours les meilleurs procédés par rapport à l'objet. On est toujours dans le compromis par rapport à l'objet. Donc on est une équipe pluridisciplinaire avec 17 personnes permanentes, des physiciens, des chimistes, des biologistes, des restaurateurs, conservateurs, mécaniciens, etc. Voilà. Et on a un certain nombre de moyens, dont un irradiateur gamma. Alors, notre outil, effectivement, principal, c'est le rayonnement gamma. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement gamma ? Je vais faire 5 planches là, sur un petit peu de physique. On va essayer de passer assez vite, mais le rayonnement gamma, il faut savoir que c'est, grosso modo, c'est de la lumière, sauf que le grain de lumière, ce qu'on appelle le quanta de lumière, le grain de lumière, on appelle ça le photon aussi, il a beaucoup plus d'énergie que de la lumière visible. Il a de l'ordre de 1 million de fois plus d'énergie. Alors, pourquoi donc, les lumières, vous en connaissez plein de sortes de lumières. Vous connaissez bien évidemment la lumière visible, mais vous connaissez aussi l'infrarouge. Vous avez sans doute entendu parler des ondes électromagnétiques type ondes radio. Tout ça, c'est la même famille, c'est le même genre. Ce qui va changer, c'est soit la fréquence, soit l'énergie du grain de lumière. Ça revient au même. Hein. En physique, on a la dualité onde-corpuscule qui nous lie tout ça. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais du côté des fortes énergies, on a l'ultraviolet, les rayons X et les rayons de gamma. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des rayonnements ionisants. Et c'est des lumières donc, qui ont la particularité d'avoir des photons très énergétiques. Le gamma étant le plus énergétique des photons. Alors, pourquoi le gamma il a plus d'énergie que les autres rayonnements ? Parce que c'est ce qu'on appelle un rayonnement nucléaire, c'est-à-dire qui vient du noyau. Et c'est dans le noyau de l'atome qu'on a la plus grosse réserve d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'énergie que le rayonnement X, qui est un rayonnement électronique, qui vient des électrons. Donc, c'est ce qui le différencie du rayonnement X. Sinon, c'est exactement la même chose pour le reste. D'accord ? Et le fait qu'il ait plus d'énergie et que ça soit quand même de la lumière, ça en fait
un rayonnement extrêmement pénétrant. Il y a d'autres rayonnements nucléaires qui ne sont pas de la lumière, les rayonnements alpha, les rayonnements bêta, qui sont des particules et qui ont de la masse et qui sont très peu pénétrants. Une feuille de papier arrête du rayonnement alpha. Un morceau de 1 cm de plastique qui arrête quasiment tous les bêta. Par contre, le rayonnement gamma, il faut des grandes quantités de matière pour arrêter, et on ne l'arrête jamais complètement, il y a toujours un petit peu de rayonnement qui passe. C'est statistique. D'accord ? Donc typiquement, notre rayonnement gamma, il va pénétrer 10 cm d'eau ou 1 cm de plomb en étant atténué que d'un facteur 2. C'est-à-dire que si vous rajoutez encore 10 cm d'eau, vous allez arrêter encore la moitié de la moitié qui restait, mais il en restera donc un quart, et ainsi de suite. Donc on n'arrête jamais complètement. D'accord ? Donc c'est très intéressant pour nous parce que c'est un rayonnement donc, qui va rentrer au plus profond de la matière et qui va nous permettre d'intervenir au plus profond des objets qu'on doit traiter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce rayonnement, quand il va traverser la matière ? Il va faire ce qu'on appelle des ionisations. C'est-à-dire qu'il va être capable d'arracher des électrons à des atomes, et ces électrons vont arracher encore d'autres électrons à d'autres atomes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'ionisation. En aucun cas, il sera capable d'aller modifier le noyau. Donc, ce rayonnement gamma, contrairement au rayonnement neutron, par exemple, il est physiquement incapable de créer de la radioactivité. La radioactivité, c'est quoi ? C'est un atome dont le noyau a été déstabilisé ou est instable, et donc qui, pour se restabiliser, émet du rayonnement. Donc, ça explique qu'avec le rayonnement gamma, ce qu'on va irradier ne va pas devenir radioactif. Donc ça, c'est un point intéressant pour nous, quand même. Parce que les objets, on ne tient pas à les rendre radioactifs. Et puis, c'est un rayonnement qui va avoir aussi un effet biologique. Je pense que tout le monde est conscient que le rayonnement gamma, ça peut être dangereux. Alors, il va intervenir de différentes manières, mais en tous les cas, il va faire des ionisations dans la matière, mais aussi dans les molécules qui intéressent le vivant, en particulier sur l'ADN, mais pas seulement. Et donc, il va pouvoir avoir un effet biologique qui peut, suivant la dose, aller jusqu'à la mort de l'organisme vivant concerné. D'accord ? Alors, notre outil à Grenoble, c'était ce qu'on appelle un irradiateur piscine avec 2000 terabecquerels de cobalt 60. Donc le cobalt 60, c'est l'élément radioactif qu'on va utiliser, nous, pour émettre le rayonnement gamma. Alors 2000 terabecquerels, ça ne vous parle sans doute pas, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers de fois ce qu'on utilise en radiothérapie pour les traitements des cancers. Donc c'est des sources très puissantes. Hein. Le principe, c'est qu'on a des tubes dans lequel on a le cobalt 60. On va répartir ces tubes au fond de la piscine sur un chariot, un râtelier avec différents emplacements. À côté de la piscine, on a la cellule d'irradiation, donc, dans laquelle on peut rentrer tout simplement à partir du moment où les sources n'y sont pas. On va déposer les objets qu'on doit irradier. Alors, cette cellule d'irradiation, c'est un énorme blocos avec des murs d'1,50 m d'épaisseur. Et ensuite, une fois qu'on a fermé la porte, on a le droit de faire remonter les sources dans la cellule pour irradier les objets qu'on aura placés de chaque côté. D'accord ? Alors, voilà ce qu'on voit par le hublot. Hein. Le hublot, c'est une vitre spéciale qui fait 1 mètre d'épaisseur. C'est un verre spécial chargé au plomb. Donc qui fait à peu près la même protection que 1,50 m de béton. Et que 3 mètres d'eau, puisque la piscine aussi, l'eau de la piscine sert aussi à atténuer le rayonnement gamma et à protéger les personnes qui travaillent au-dessus des sources radioactives. Voilà. Donc là, vous avez une image où on voit les sources radioactives et puis des objets qui sont en train de se faire irradier. Alors voilà pour la présentation de l'outil. Ce qu'on va faire le plus chez nous avec cet outil, c'est faire de la désinsectisation. Alors, dès les premières années,
il y a eu cette idée-là de tuer les insectes, donc par l'effet du rayonnement. Alors, dans la région grenobloise, il y avait pas mal de musées, des musées ethnologiques, des musées d'art moderne, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont passées. Tout ça, c'est des objets qui sont passés au début des années 70. Alors, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc l'effet biocide. Alors, la biodégradation, c'est quelque chose de très bien quand ça s'intéresse à nos déchets. C'est le phénomène naturel qui permet de faire disparaître toute la matière organique qui a été créée par la vie, et donc pour la faire revenir vers la matière minérale. Donc c'est très bien. Sauf que quand ça concerne nos objets du patrimoine, c'est quand même nettement moins bien. Et nous, notre rôle, ça va être de se bagarrer un petit peu contre ce cycle dit de la biomasse. Alors, et en particulier, se bagarrer contre ce qu'on appelle les ravageurs, c'est-à-dire des espèces vivantes qui sont capables de nous faire disparaître des objets du patrimoine en quelques années. Alors, pour nous, les principaux ravageurs, ce sont les insectes et les champignons. Alors les insectes, par exemple, vous avez les insectes xylophages, et c'est essentiellement les larves des insectes qui vont consommer le bois. Et ensuite, ce sont l'insecte, c'est des coléoptères, donc qui vont se reproduire à l'âge adulte et qui vont recoloniser le bois à l'état larvaire. Et puis, vous avez toutes sortes de champignons. Alors, champignons, on en voit avec le chapeau, mais ce n'est pas ceux-là qu'on trouve le plus fréquemment. Il y avait plein de sortes de champignons. C'est le mycélium du champignon qui va consommer soit la cellulose, soit la lignine qui est à l'intérieur du bois. Et on appelle ça en général des pourritures du bois. De toute façon, tous les phénomènes de pourriture sont essentiellement liés à des champignons. Donc il y a différentes pourritures. Il y a la pourriture cubique, il y a la pourriture brune, la pourriture blanche, la pourriture molle. Tout ça, c'est des champignons spécialisés dans différentes molécules du bois. Donc, pour se bagarrer contre ça, on va tout simplement irradier à la dose qui va bien par rapport au type d'organismes ciblés. Alors, pour les insectes, on va utiliser une dose minimum de 500 gray. Le gray, c'est l'unité de dose. C'est combien ça fait mal, en fait. C'est un peu comme le coup de soleil. C'est lié à l'intensité et au temps d'exposition. Plus le soleil est intense et plus vous restez longtemps, plus ça fait mal. Et on compte ça en gray. Alors les grays, c'est des joules par kilo. C'est l'énergie déposée dans la matière, ramenée à la quantité de matière. Donc 500 grays, ça va être capable de tuer tous les insectes. Pour les espèces fongiques, on va devoir monter un petit peu plus en dose. On va monter à 10 kg gray, 10 000 grays en général. Alors, pour donner des ordres de grandeur, un homme, ça résiste à 4 grays, à peu près. Et puis, par exemple, ces procédés qui utilisent le rayonnement gamma sont beaucoup utilisés pour faire de la stérilisation médicale. On estime que de par le monde, il y a environ la moitié des objets qui rentrent dans une salle de chirurgie qui ont été stérilisés par des rayonnements ionisants, soit du rayonnement gamma, soit du rayonnement bêta, et donc qui sont stérilisés à 25 kg gray. Donc à 25 kg gray, on considère qu'on a tué suffisamment de germes pathogènes pour rendre l'objet sain. C'est la stérilisation médicale. D'accord ? Donc ça vous donne un peu les ordres de grandeur et ça vous explique pourquoi on est obligé d'avoir vraiment des sources très très puissantes pour faire ce travail-là. On doit faire des doses vraiment qui sont énormes. Alors, en 1976, on a fait l'opération sans doute la plus prestigieuse. Enfin, moi, je ne l'ai pas faite, j'étais pas là. Enfin, j'étais né, mais je ne m'occupais pas de ça à l'époque. J'avais d'autres préoccupations, on dira. Donc, la momie de Ramsès II, qui était venue en France suite à l'implication de Madame de Roche-Noblecourt, qui s'était
ému avec d'autres scientifiques de l'état de dégradation de la momie qui était de manière manifeste attaquée par des champignons. Donc elle l'a fait venir en France, mais en fait, à vrai dire, elle n'avait aucune idée du traitement qu'ils allaient pouvoir faire sur la momie. Et elle a proposé de la faire venir quand même, mais sans parler du traitement, en disant qu'on allait s'en occuper. Et le président de l'époque, c'était Giscard d'Estaing, qui a réussi à convaincre le président Sadat, qui était contre cette chose-là, en lui disant que ça lui ferait de la publicité, parce qu'ils allaient s'en occuper de la momie comme d'un chef d'État en exercice. Et donc, la momie de Ramsès II a voyagé avec un passeport diplomatique, avec un protocole diplomatique. Donc, sur le passeport, c'était marqué roi décédé. Et elle a été amenée au musée de l'Homme, où on lui a fait un beau décor pour qu'elle se sente bien. Et s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait y faire. Alors, d'abord, les scientifiques se sont, entre guillemets, amusés à faire de la caractérisation sur la momie. Donc, l'opération de savoir s'il est éteint ou aîné, elle a été faite à cette époque-là. Il y a eu toutes sortes de choses, d'investigations, de savoir quels étaient les produits d'embaumement qui étaient utilisés, savoir de quoi il était mort. Donc là, c'est pareil, à 91 ans, ils ont fini par conclure qu'il était mort de vieillesse. Bon. Mais en fait, il n'y avait pas de choses qui étaient très très faciles pour le traitement des champignons. Sachant que ce qui se faisait beaucoup à l'époque, c'était les traitements par fumigation avec des produits chimiques. Mais ce n'était pas forcément très, très indiqué pour la momie. Et le problème était aussi de savoir si ça allait être efficace sur toute la momie, sachant qu'une momie, c'est un organisme très, très complexe. Et est-ce qu'on allait pouvoir atteindre toutes les parties de la momie bon. Et finalement, c'est les ingénieurs qui avaient déjà traité quelques objets en désinsectisation, en désinfection chez nous, qui ont entendu parler de cet événement un peu par hasard et qui ont proposé de traiter la momie par le rayonnement gamma. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu déjà vérifier qu'on n'allait pas dégrader la momie par le fait du rayonnement. Donc il y a eu toute une série d'études qui a été faite auparavant. Il y avait une vieille momie qui traînait au cabinet de curiosité du musée de peinture de Grenoble. Alors elle a servi de cobaye. Ça s'est très bien passé. Là, elle est dans son sarcophage, mais à l'intérieur du sarcophage, il y a la momie. Ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas le droit de prendre des échantillons sur la momie de Ramsès II elle-même, mais il y avait le droit de prendre des échantillons qui étaient tombés sur le platelage sur lequel elle reposait dans le musée du Caire. Donc il y avait des bouts de bandelettes, il y avait des bouts de cheveux. Donc par exemple, les bouts de cheveux, il y a eu des bouts de cheveux qui avaient été récupérés comme ça, certains irradiés, d'autres non irradiés, et passés au grand laboratoire d'analyse des cheveux, les laboratoires L'Oréal, parce qu'ils le valaient bien, pour voir la différence entre irradié et non irradié. Ils n'ont pas vu de différence. Et finalement, donc, l'irradiation a été autorisée. Alors, l'irradiation, ce n'est pas fait chez nous à Grenoble, mais elle s'est faite à Saclay, dans une installation qui est presque la même que celle de Grenoble, entre autres pour des raisons diplomatiques, puisque dans le protocole diplomatique, un chef d'État qui se déplace, on n'avait pas prévu le déplacement en province, donc on ne savait pas comment faire venir la momie. Bon, ça c'est la petite histoire, mais c'est vrai que déplacer une momie aussi prestigieuse que la momie de Ramsès II, autant que le trajet soit court, ça simplifie les choses. Voilà, donc sur la lancée, on est devenu un laboratoire qui est vraiment qui s'est spécialisé un petit peu dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est de l'ordre de plusieurs milliers, mais même on doit être en dizaines de milliers de mètres cubes désinsectisés depuis les années 70, puisque
grosso modo, on est de l'ordre de 100 mètres cubes d'objets par an. Alors, ça va du mobilier, hein, on traite des fois du mobilier de particuliers, hein, l'armoire de la grand-mère, ça nous arrive. Des statues d'église, bien évidemment, des objets ethnologiques de tous nos petits musées, des instruments de musique, de la taxidermie, de l'art moderne. Alors voilà quelques exemples d'objets ethnologiques. Alors on est dans une région de montagne, on a un magnifique bob, là, vous voyez, du milieu des années, du milieu du XXe. Beaucoup de statues d'église. Sachant qu'on a derrière nos restaurateurs qui interviennent pour faire la restauration classique, derrière l'opération de désinsectisation. Alors un exemple ici d'une statue pour laquelle on a réalisé une étude de polychromie, c'est-à-dire que voilà, après la désinsectisation, les restaurateurs ont fait des petites stratigraphies pour savoir les différentes couches de peinture qu'il y avait et ont décidé de revenir ont décidé avec les conservateurs, hein, c'est pas le restaurateur qui décide tout seul dans son coin, de revenir à une couche antérieure qui semblait être intéressante. Donc il y a eu ce qu'on appelle un dégagement de polychromie. Alors ça se fait sous loupe binoculaire, au scalpel, par clivage, pour faire sauter les écailles de peinture. Et donc, voici la statue aux 3/4 de dégagement de polychromie. Alors, des parties qui avaient été refaites maladroitement au plâtre ont été dégagées et n'ont pas été refaites. Hein. On n'est pas dans l'optique de refaire, on est vraiment dans la restauration au plus près de l'œuvre. Et voilà le résultat final. Je ne sais pas si vous appréciez. Alors, bien sûr, il faut préparer le paroissien quand même, parce qu'ils nous ont donné une statue qui était toute peinte. On leur rend quelque chose. Il en manque un petit peu quelques morceaux. Mais je pense qu'il n'y a pas photo sur la finesse entre avant et après. Hein, c'est la même. Voilà. Voilà. Donc on intervient aussi, par exemple, en art moderne. J'ai donné quelques exemples là, qui ont beaucoup de soucis de conservation. Un cas un peu spécifique, c'est un bébé mammouth à l'état congelé, qui a été trouvé en 2009 dans le pergélisol, ou permafrost en anglais, en Sibérie, en Yakoutie, dans cette région-là, ici, là. Et ce bébé mammouth, il était prévu qu'il vienne en exposition au Puy-en-Velay et qui soit étudié par une équipe internationale aussi, toujours au Puy-en-Velay, à l'occasion d'un grand rassemblement des scientifiques intéressés aux mammouths qui se tient tous les 5 ans et qui est tournant, donc une conférence internationale. Et au dernier moment, les Russes ont dit niet, on ne vous l'envoie pas, il est probablement infesté par des bacilles de l'anthrax. Donc le bacille de l'anthrax, c'est une bactérie très, 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 très dangereuse qui avait été utilisée entre autres pour faire des attentats contre l'administration américaine. Donc c'est les spores, donc l'équivalent de la graine de ces bactéries sont extrêmement résistants et peuvent se diffuser facilement. Et donc, c'était quelque chose qui était tout à fait plausible, même si on n'a jamais su si le bébé mammouth en avait effectivement. Mais donc, les Russes ne voulant plus prêter le bébé mammouth, les organisateurs de l'événement, qui était quand même pas mal médiatisé, sont venus nous chercher et nous ont demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Ben oui, on peut faire quelque chose. Il suffit de traiter à la dose qui va bien, c'est-à-dire de l'ordre de 20 000 gray par rapport à ce bacille de l'anthrax. Donc on a irradié le bébé mammouth à l'état congelé. Alors il n'y a aucun effet thermique par l'irradiation. L'irradiation a quand même duré 2 jours, donc il a fallu remettre un petit peu de froid de temps en temps. Mais à part ça, alors juste avant l'irradiation, on a pris quelques échantillons
Donc c'est pour ça que vous voyez les personnes habillées, c'est pour se protéger par rapport au bacille de l'anthrax. Il y avait en particulier l'Institut Pasteur qui était très très intéressé pour récupérer des bactéries qui avaient potentiellement 50 000 ans, puisqu'il n'avait pas pu être daté au carbone 14, le bébé mammouth, parce qu'il dépassait 50 000 ans. La limite de datation du carbone 14, c'est 50 000 ans. Et voilà, vous voyez l'irradiation, enfin pas l'irradiation, puisque là c'est le moment où on a interrompu l'irradiation pour rajouter de la carboglace pour maintenir le froid. Et donc ensuite, le bébé mammouth a été exposé dans un caisson à moins 18 degrés. Et il a été étudié par les scientifiques qui ont trouvé du lait de la mer à différents étages de dégradation dans ses intestins. Ils ont vu que c'était un bébé mammouth qui n'avait jamais mâché, puisqu'il y avait encore les vaisseaux sanguins sur ses molaires qui prouvaient donc qu'il n'avait encore jamais mâché. Voilà, c'était une belle, je dirais une belle opération quand même. Donc ça, c'était en 2010. Et l'anthrax, on n'en a pas trouvé. Mais voilà. Mais en tous les cas, on l'avait assaini. Alors, on l'avait assaini donc d'un point de vue sanitaire pour le public et pour les personnes qui devaient faire l'étude. On avait aussi amélioré sa conservation, en particulier puisque pour l'étude, il était prévu de le décongeler. Bon, alors la viande décongelée, recongelée, faut éviter, mais le fait qu'on l'ait irradié, on avait retardé tous les phénomènes de putréfaction. Je ne dis pas qu'on les avait arrêtés complètement, parce que ça reprend naturellement, ne serait-ce que par les spores qui peuvent se déposer par l'extérieur. Mais on avait quand même retardé tous ces phénomènes-là du fait de l'irradiation. Donc on a donné beaucoup de confort à l'équipe qui a dû faire l'étude. Alors, maintenant je vais vous parler de l'utilisation des résines radiodurcissables. Alors très vite, je vous avais parlé pour le parquet du plexiglas. Très vite, on a changé de résine, on a utilisé le styrène polyester. Et ça, ce sont quelques statues. Alors vous reconnaissez ici à gauche l'évêque sans tête que vous avez là-bas de l'autre côté. Ça, c'est une statue qui a été donnée pour échantillon en 1971 ou 12, je ne sais plus, par l'évêché de Côte d'Or, qui l'a considérée comme complètement perdue. En fait, elle ne tenait plus que par la peinture. Dedans, c'était complètement vermoulu. Et on l'a traitée donc, avec ces résines styrène polyester. Et voilà d'autres statues qui ont été traitées dans les premières années en 1970. Alors, le principe, c'est qu'on a un mélange de deux molécules. Alors, des chaînes de polyester qu'on représente comme ça et des molécules de styrène qu'on représente comme ça. Ces doubles traits sont des doubles liaisons carbone-carbone. Donc, c'est des liaisons qui sont un peu sensibles quand même, sauf quand elles sont ici entourées dans une molécule cyclique, qui sont relativement sensibles au rayonnement et sur lesquelles on va pouvoir faire facilement des ionisations. Et alors, ça, il faut imaginer le polyester. Normalement, le polyester, si vous avez que du polyester, c'est solide. Mais si c'est mélangé avec du styrène, l'image que je prends souvent, c'est les chaînes de polyester, c'est comme des grands spaghettis, un peu mous. Et puis le styrène, c'est un liquide très fluide, et c'est la sauce. Et vous avez beaucoup de sauce, et donc votre plat de spaghettis avec beaucoup de sauce, il a le comportement d'un liquide. D'accord ? Et puis vous allez irradier. Vous allez irradier avec le rayonnement gamma, donc vous allez créer des ionisations qui vont devenir des points d'accroche. La sauce, elle va commencer à accrocher, et elle va prendre, et votre bloc de pâte avec la sauce, ça va devenir un bloc solide. Donc en fait, on a créé un réseau en 3 dimensions, on a tout accroché les molécules les unes entre elles, et on a créé un solide extrêmement solide. Voilà. Et donc, c'est un plastique, en fait. Le styrène polyester, c'est un plastique très solide. Donc, l'idée,
c'est qu'on peut imprégner les objets par ces résines-là. Alors les imprégnations, elles se font dans des espèces de grosses cocottes minutes. On va mettre l'objet dedans, on fait le vide pour faire dégazer, pour qu'il n'y ait plus d'air à l'intérieur de l'objet. Ensuite, on va faire monter le niveau de résine jusqu'à immersion totale de l'objet. Alors comme il y a le vide dans l'objet, la résine va rentrer très facilement dans toute la porosité de l'objet. Mais pour être sûr qu'elle rentre bien à cœur, on va mettre le tout sous pression en rajoutant du gaz sous pression au-dessus du liquide. Ensuite, on va ressortir l'objet. On va bien essuyer les surfaces pour qu'il n'y ait pas de traces de résine en surface qui donnerait de la brillance derrière. Donc ça, c'est une opération qui est très très importante pour nous, qui doit être faite vraiment avec beaucoup de minutie. Et derrière, on va irradier pour déclencher la polymérisation, donc la réticulation, on appelle ça, du styrène polyester. Donc, le gros intérêt, c'est qu'on va complètement piloter par le rayonnement et jusqu'à cœur la phase de durcissement de la résine. Chose qu'on pourrait pas faire, qu'on pourrait faire par la chaleur, mais la chaleur, c'est pas bon pour l'objet. Et chose qu'on ne pourrait pas faire avec des catalyseurs chimiques, puisque ce genre de résine est utilisé en général, on les fait durcir, c'est le genre de résine qui est utilisé pour faire les coques de bateau, par exemple, sur les mattes de verre, sur les fibres de verre. Hein, mais sauf qu'on prend la résine plus un autre produit qu'on appelle le durcisseur, on fait un mélange et puis ça durcit petit à petit. Mais là, vous ne maîtrisez pas le moment où ça commence, le moment où ça s'arrête, etc. Tandis qu'avec le rayonnement, on maîtrise complètement. Et jusqu'à cœur de l'objet. Donc c'est ça le gros intérêt. Donc on a traité comme ça de nombreux objets. Il y a un problème quand même, c'est que cette technique-là, alors voilà par exemple la statue ici, que vous avez ici, qui est maintenant c'est du costaud, alors ça fait une quarantaine d'années qu'on l'amène un petit peu partout et elle n'a pas tellement changé. Alors il faut imaginer qu'on y passait le doigt au travers. On enfonçait le doigt. Alors, cette technique, elle a quand même un gros inconvénient déontologique, c'est qu'elle est complètement irréversible. Or, dans la déontologie de la conservation du patrimoine, normalement, on n'utilise que des techniques qui sont réversibles, en se disant que on pourra réintervenir derrière, ou on pourra faire des analyses derrière. Parce que là, avec la quantité de carbone, par exemple, qu'on a rajouté dedans, on ne peut plus faire de datation carbone 14. On a complètement faussé les choses, là. Pour dire. Donc, alors, on va quand même utiliser cette technique-là, nous, de temps en temps, en connaissance de cause, quand elle est justifiée. Qu'est-ce qui peut la justifier ? Ça peut être la technique de la dernière chance, comme pour cette statue. Alors ça nous arrive de temps en temps. Il faut savoir que les insectes xylophages, la larve, elle fuit la lumière. Donc elle va consommer du bois en fuyant la lumière. Elle va creuser des galeries et vous n'allez rien voir. Et puis elle va ressortir par une partie. En général, elle ne va pas ressortir par la face peinte parce que c'est l'insecte adulte qui va créer un trou, ce qu'on appelle un trou d'envol, pour aller se reproduire. D'accord ? Donc chaque trou, c'est le trou en surface, je parle, c'est le trou de l'insecte adulte qui est allé sortir pour se reproduire. Et en général, lui, il va chercher la lumière pour aller vers la sortie, au contraire de la larve. Et il ne va pas sortir par la partie peinte parce que la partie peinte, elle est opaque. Donc il va sortir par des parties qui sont plutôt des parties cachées ou des parties déjà abîmées. Et on ne va pas se rendre compte, parce qu'il y aura très peu de trous dans la partie peinte, que derrière la partie peinte, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a quasiment plus de matière, des fois. Donc on peut avoir des statues comme ça, des statues dites polychromées, pour lesquelles le bois est complètement vermoulu dessous. Donc là, c'est une technique très intéressante dans ce cas-là. Autre cas, c'est quand on veut conserver la fonction d'un objet. Alors le meilleur exemple, c'est l'exemple historique que je vous ai donné, c'est le parquet. Qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait le conserver pour continuer à marcher dessus. Alors, en ébénisterie, de temps en temps, quand on veut conserver la fonction, on fait ce qu'on appelle des greffons. C'est-à-dire qu'on va remplacer à l'identique avec un morceau de bois neuf.
Bon, ben là, d'un point de vue déontologique, je dirais qu'on est quand même un cran au-dessus, puisqu'on conserve quand même l'élément originel, même si on l'a rempli de plastique. D'accord ? Donc voilà, c'est une technique qui est très très intéressante, qui a ses limites d'un point de vue vraiment déontologique, mais qui est vraiment qui a de fortes applications. Alors, voilà l'exemple d'une statue qui était complètement mangée par les xylophages et qu'on a pu restaurer complètement par cette technique-là. Maintenant, je vais vous parler, parce que je n'ai pas beaucoup parlé d'archéologie, il ne me reste pas longtemps, je vais essayer d'avancer un petit peu vite, de bois archéologique. Alors le bois, normalement, quand vous faites des fouilles, vous ne devriez pas en retrouver. Parce que le bois, c'est complètement biodégradable. Alors en général, quand on en retrouve, c'est à l'état gorgé d'eau. C'est-à-dire qu'il était dans un milieu suffisamment humide ou carrément immergé, de sorte que les principaux ravageurs, que sont les insectes et les champignons qui ont besoin d'oxygène, ne pouvaient pas se développer. Alors il y a d'autres phénomènes de dégradation qui se mettent en route. Il y a des bactéries qui peuvent vivre sans oxygène, mais qui ont une action très lente. Mais il y a surtout une dégradation chimique du bois, et en particulier de la cellulose, qui est un des composants du bois, qui va s'hydrolyser dans l'eau, donc qui va se dissoudre petit à petit. Et votre bois, il va être quasiment plus que de la lignine, et il va devenir... Alors, il restera gonflé d'eau, mais il va devenir mou. Alors, du bois archéologique, voilà... Ça, c'est un échantillon de bois archéologique. Je ne sais plus d'où il provient celui-là, mais il doit avoir quelques centaines d'années, plutôt même de l'ordre du millier d'années. Et il est relativement mou. Et encore que celui-là, c'est sans doute pas ce qu'on a connu de plus dégradé. Et si vous le laissez à l'air libre, le bois va sécher. Et quand l'eau va sortir, en fait, il va y avoir des phénomènes de capillarité qui vont faire que les parois cellulaires du bois, des constituants du bois, qui n'ont plus la résistance initiale, vont complètement s'effondrer lors du retrait de l'eau et vont devenir, le bois va devenir complètement cassant, va perdre son volume, il peut perdre jusqu'à 80% de son volume, va devenir très très cassant, très très fragile, et vous perdez l'objet archéologique. Donc, il y a plusieurs techniques pour le traiter. Alors, les techniques classiques, utilisées un petit peu partout dans le monde, et qu'on utilise nous aussi, n'utilisent pas le rayonnement. Simplement, on va imprégner avec un polymère qui est soluble dans l'eau, c'est du polyéthylène glycol. Alors, c'est un épaississant, si vous voulez, qui est utilisé entre autres dans les dentifrices, et qu'on va faire passer dans le bois pour reconstituer... C'est un peu vite dit, mais pour reconstituer la cellulose. Et derrière, on pourra faire des séchages. Alors, le séchage qu'on va faire, ça sera un séchage pas tout à fait conventionnel, un séchage par lyophilisation, c'est-à-dire par le froid et par le vide. C'est-à-dire qu'on va congeler et ensuite on va faire le vide et l'eau va se sublimer, c'est-à-dire qu'elle va passer directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide, ce qui va éviter les forces de capillarité et ce qui va éviter les phénomènes d'effondrement. Donc ça, c'est des techniques qui marchent bien. Néanmoins, le bois reste très très fragile derrière et il reste surtout très sensible à l'humidité. Mais au tout début des années 70, il y a des archéologues qui étaient responsables en particulier des fouilles du lac de Paladru, qui est un lac à côté de Grenoble, qui sont venus trouver nos ingénieurs de l'époque en leur disant vous ne pourriez pas faire quelque chose pour notre bois archéologique. Et les ingénieurs ont trouvé le moyen d'utiliser les résines styrène polyester pour le bois archéologique. Alors, ce n'était pas très simple, parce que le styrène polyester, ça ne se mélange pas avec l'eau. Donc, on ne pouvait pas remplacer facilement l'eau qu'il y avait dans le bois par le styrène polyester. Alors, il fallait faire un double échange osmotique, c'est-à-dire par bains successifs, faire rentrer petit à petit de l'acétone à la place de l'eau jusqu'à obtenir 100% d'acétone et ensuite remplacer l'acétone par bains successifs par le styrène polyester. Alors ça marchait très bien
par contre, ça demandait de manipuler des grosses quantités d'acétone, de styrène, qui sont tous des produits inflammables dont les vapeurs sont explosives. Bon, enfin, c'était pas très simple. Ça faisait aussi beaucoup de déchets liquides derrière, qu'on pouvait recycler, mais il y avait une limite à l'exercice. Donc, on a arrêté cette technique-là. Néanmoins, on a utilisé cette technique-là pour des milliers et des milliers d'objets venant du lac de Paladru, dont par exemple cet arceau de sel. Alors ça, c'est un facsimilé, celui-là. C'est pas un objet, il est en résine. Mais le véritable objet est au Louvre. Mais voilà, donc des paysans chevaliers de l'an 1000. Ceux qui ont vu le film, on connaît la chanson, c'est Agnès Jaoui qui fait sa thèse sur ces chevaliers paysans de l'an 1000. Voilà. Alors, un autre exemple ici, c'est une poulie corsaire. Une poulie corsaire qui a été traitée au styrène polyester, alors que celle-ci a été traitée au polyéthylène glycol. Alors, il n'y a pas grosse différence, sauf que celle-ci est plus sensible à l'humidité et est plus sensible et plus fragile. Par contre, le cordage est encore souple. Alors que si on avait utilisé le styrène polyester, le cordage serait plus souple. Donc vous voyez, on est toujours dans le compromis, chercher la meilleure technique par rapport à l'objet. Alors, un des gros avantages de cette technique-là, c'est que ça nous permet de traiter des objets composites avec du métal. Sachant que quand il y a des polyéthylène glycol, donc les polymères qui sont utilisés sans rayonnement gamma et qui restent très sensibles à l'humidité, ils sont très hydrophiles et ils vont favoriser la corrosion. Et donc, ils vont poser des problèmes de conservation du métal qui est associé au bois. Et ça peut être des problèmes très, très embêtants. Alors là, on est très fiers de cette opération-là, parce que ça, c'est les Anglais qui sont venus nous chercher pour traiter un morceau de leur marine, un affût de canon du Steering Castle, un bateau du XVIIe siècle. Je révise parce que... on l'a d'abord imprégné donc, par ce double échange osmotique, acétone, styrène, polyester. Et ensuite, on a fait l'irradiation. Donc, vous voyez l'affût de canon, donc c'est la partie qui supporte le canon. Et voilà l'affût une fois terminé. Donc là, on est vraiment très très fiers de ça. Bon, au préalable, on avait fait un canon français, qui était même plus ancien, à vrai dire, puisque c'était un pierrier qui envoyait des pierres. Donc là, il y avait la partie qui était hors de question de démonter, la partie en métal du canon aussi. Donc il vient du Havre. Alors, je vais terminer cette présentation avec le chaland de Arles. Alors, il y a eu, je sais qu'il y a eu une conférence sur ce chaland, il y a peut-être des personnes qui l'ont vu. Alors moi, je vais m'intéresser à la partie traitement. Savoir qu'on a commencé cette opération en sachant pas grand-chose du bateau, en sachant grosso modo qu'il faisait une trentaine de mètres de long. Et il y avait juste l'arrière et puis juste la petite pointe avant qu'ils avaient fouillée. Et alors, mon fil rouge, ça sera justement la pointe avant. On va comprendre pourquoi. Alors le bateau, pour le sortir de l'eau, il a déjà fallu le tronçonner pour le sortir par morceaux. Alors voilà un morceau du bateau. Et une fois sur la berge, c'est là qu'on a commencé, nous, notre intervention, puisqu'on est intervenu à partir de ce moment-là pour démanteler le bateau avec les archéologues et faire tout le conditionnement de tous les morceaux. Alors, le bateau, on a choisi la solution de complètement tout démanteler. Complètement tout démanteler, donc ça veut dire, voilà, là on a retiré les bordées. Alors les bordées, c'était des demi-troncs d'arbres. On a les sols, on a retiré les varangues, les courbes, etc. Et la seule exception, c'est la pointe avant, que vous avez ici en photo, pour laquelle il y avait
tout un cerclage métallique qu'il n'était pas question de démonter. Alors, pour tout le bateau, on a traité l'ensemble au polyéthylène glycol, donc dans des bains. Donc l'imprégnation, ça durait environ 6 mois. Et ensuite, lyophilisation. Alors vous voyez à chaque fois la pointe avant, là j'ai choisi. Sauf que pour la pointe avant, on a mis moins de polyéthylène glycol que ce qu'on fait d'habitude pour le reste, de manière à laisser le plus possible de porosité pour pouvoir ensuite l'imprégner encore de styrène polyester. Donc toute la porosité qui restait, on a pu la combler avec du styrène polyester. Alors vous voyez la pointe avant, là on a fait un bâti pour la mettre dedans, pour pouvoir imprégner on appelle ça le tronçon 10, c'est le dernier tronçon en fait qui a été prélevé. Et donc dans une grande cuve, sous pression. Ensuite, on l'a mis dans la cellule d'irradiation. Alors pourquoi on est habillé comme ça là ? Parce qu'il y a plein de vapeur de styrène qui n'est pas encore polymérisé, donc c'est pas très bon pour la santé, donc il faut mieux se protéger, les voies respiratoires. Et là, on est dans la cellule, on finit le nettoyage juste avant irradiation. Ensuite, il a fallu passer au remontage, donc il a fallu faire aussi un socle pour le remontage, donc ce n'était pas une simple affaire. Là, on a fait appel à notre sous-traitant préféré. Et voilà le socle dans son entier à la sortie du hangar. Et on a replacé petit à petit tous les morceaux. Alors là, ça a été le puzzle 3D, mais en plus, il fallait des muscles pour le faire. Donc d'abord une première fois en atelier. Ensuite, on a tout redémonté, transporté dans le musée de Arles et remonté dans le musée de Arles. Donc vous voyez, là, on est prêt à remonter le dernier tronçon, le tronçon 10. Et voilà, le tronçon 10. Et donc vous voyez la pointe avant avec le cerclage métallique. Donc, il y a juste cette pointe-là qui a connu le rayonnement gamma. Tout le reste a été traité par les méthodes classiques. C'est pour vous dire, voilà, on cherche le meilleur compromis pour l'objet. Et voilà, donc c'est pas très loin d'ici, Arles, je crois. C'est vraiment un musée qui vaut le coup. Il y a entre autres ce bateau, mais il n'y a pas que ça. Et je ne peux que vous inviter à y aller. Voilà. J'en ai fini. Oui. Vous avez dit que les particuliers font traiter des objets. Oui. Ah, alors. Parlons d'une chaise, par exemple. Alors, la chaise ou l'armoire de la grand-mère démontée, parce que si elle est entière, c'est compliqué, mais elle est démontée. En simple désinsectisation, c'est de l'ordre de 300 €. Donc, c'est tout à fait accessible. Mais, à ce prix-là, vous n'avez que la désinsectisation. Il n'y a pas question de faire de la restauration, c'est juste, on enfourne, entre guillemets, on ressort et on vous la rend. Les insectes morts. Mais les nouveaux peuvent réattaquer. Les nouveaux peuvent réattaquer. L'effet est uniquement curatif. Il n'y a aucun effet préventif associé. On ne laisse aucune trace de notre passage. Donc il faut derrière... Alors, c'est pour ça que quand on traite des objets pour les musées, il arrive qu'on traite complètement tout le musée. Tous les objets organiques du musée, on va les traiter en même temps, de manière à être sûr qu'il y ait... Alors, et en même temps, souvent, il y a une action chimique sur le musée lui-même, quoi. Oui. Oui. Allez-y. Comment est-ce qu'on maîtrise le degré d'imprégnation d'un matériau poreux? Parce que vous parliez de 6 mois tout à l'heure pour une opération. Oui, alors ça c'est l'échange osmotique,
Donc c'est par bains successifs. C'est-à-dire qu'on a l'osmose, c'est le fait d'avoir la même quantité, la même concentration à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, quand vous mettez un objet qui est gorgé d'eau dans un bain qui est, par exemple, 80% d'eau et 20% de polyéthylène glycol, il va se faire un échange entre les deux. C'est-à-dire que ça va chercher à s'équilibrer. Il va y avoir de l'eau qui va sortir de l'objet et du polyéthylène glycol qui va rentrer dans l'objet. Donc ça, c'est un échange qui est très long. Il ne faut surtout pas aller trop vite. C'est-à-dire que si vous avez une différence trop importante entre l'objet et le bain, la concentration dans le bain et la concentration dans l'objet, l'eau qui est beaucoup plus mobile va sortir très vite. Le moteur osmotique va être fort et l'eau va sortir très vite, beaucoup plus vite que le polyéthylène glycol n'a le temps de rentrer. Et vous allez déshydrater votre objet. Donc effondrement. Donc il faut y aller tout doucement. Donc effectivement, si on veut faire 2 bains pour monter à 40% de polyéthylène glycol, ben, il faut au moins 6 mois. Au moins 6 mois. Mais c'est... on ne le contrôle pas vraiment, c'est empirique. Hein, on préfère mettre un peu plus de temps. Donc on va prendre notre temps. Les objets, ils ont le chaland, et là il avait 2000 ans. Hein, donc voilà. Il n'y a pas des choses fermées qui empêchent la pénétration? Alors, dans le bois gorgé d'eau, normalement non. Quoique, il nous arrivait à avoir des problèmes avec des bois dans lesquels il y avait eu, qui étaient dans un milieu argileux, et il y avait de l'argile qui avait fait des barrières à la diffusion donc, du polyéthylène glycol, et on a eu des effondrements sur certaines parties. On a aussi un traitement qui nous pose d'énormes problèmes et pour lequel on n'a pas encore de réponse complète, c'est le traitement des bois laqués. Les Chinois ont dans des tombes à l'état gorgé d'eau des bois laqués, magnifiques, hein, qui, en particulier des royaumes combattants, qui ont 2400 ans, et qui sont vraiment magnifiques. Et c'est très très difficile à les traiter. Alors quand ils sont un peu fendus, quand ils ont des formes géométriques favorables, on réussit à faire. Mais la laque fait barrière au polyéthylène glycol, donc effectivement, ça nous pose des problèmes. Ouais. Quel est l'intérêt des 2 techniques l'une par rapport à l'autre, à savoir la première l'irradiation et l'autre l'anoxie? Alors, l'anoxie, donc c'est la privation d'oxygène. C'est une technique qui est relativement efficace pour la désinsectisation, avec néanmoins une fiabilité qui n'a rien à voir avec le rayonnement gamma. Donc l'anoxie est basée sur un phénomène de diffusion, hein, la privation d'oxygène. Alors, l'anoxie statique, c'est vous allez mettre des produits qui vont consommer l'oxygène et qui vont la faire disparaître. Donc c'est de la chimie en fait, et c'est encore moins fiable parce que le moteur de consommation de l'oxygène il est pas dynamique justement, tandis que l'anoxie dynamique ça consiste à balayer sans cesse à l'azote, et donc vous obtenez des taux d'oxygène qui sont beaucoup plus bas. Et vous avez beaucoup plus de chances de balayer, entre guillemets, tous les volumes. Néanmoins, les barrières à la diffusion, il y en a toujours. Donc, par exemple, pour un objet comme une momie ou comme une statue polychromée, c'est toujours compliqué. En général, ça marche, hein, mais vous n'avez pas la même fiabilité.
Donc nous, on a régulièrement des restaurateurs ou des conservateurs qui nous disent « Ah, mais moi, l'anoxie, j'en veux plus ». Alors, il faut se méfier parce que ça peut être aussi du fait qu'ils ont... C'est une technique uniquement curative. Donc voilà, ça peut être réinfesté. C'est la même chose avec le rayonnement gamma. Alors, après, il y a le discours sur l'innocuité. Quelle est l'innocuité du rayonnement gamma? Quelle est l'innocuité de l'anoxie? L'anoxie est vécue par les conservateurs comme l'innocuité absolue. Ce qui est faux, bien entendu. On ne peut pas être à la fois actif et inactif. On n'a pas une action et pas d'action à la fois. Si on a une action sur les insectes, on aura forcément une action quelque part. Alors, cette action, elle est tolérable ou pas? Alors, vis-à-vis du rayonnement gamma, les seuls problèmes sont les matériaux transparents. Dès qu'on irradie un matériau transparent, on va... alors, par le rayonnement gamma, suivant la dose, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des centres de couleur. Donc, on va faire des excitations électroniques qui vont modifier la manière dont la lumière est transmise à travers le matériau. Donc, sur un matériau opaque, ça ne se voit pas. Donc, il n'y a aucun changement de couleur, ça ne se voit jamais. Par contre, sur un matériau transparent, à partir du moment où il a une certaine épaisseur, ça va commencer à se voir. Donc nous, sur les polychromies, on a fait des tas d'essais, on est monté à des doses énormes, on n'a jamais eu de problème de couleur. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est sur un morceau de verre, on va avoir des couleurs. Donc ça, c'est la première limitation. Ensuite, aux doses de désinfection, donc doses fongicides, qui sont des doses quand même très fortes, là, on est dans les doses où on commence à pouvoir avoir un effet d'ionisation sensible sur des matériaux organiques, en particulier sur la cellulose, et on est capable de mesurer à ces doses-là un degré de dépolymérisation dû au rayonnement gamma, mais qu'on ne relie pas à des actions macroscopiques. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas derrière de différence de tenue mécanique ou de tenue dans le temps ou des choses comme ça. Néanmoins, on sait qu'on a dégradé un petit peu la matière. On a cassé des chaînes de cellulose. Un petit peu, pas beaucoup, mais on en a cassé, on est capable de le mesurer. Donc, est-ce que c'est acceptable ou pas? Sachant que par l'anoxie, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais on a par exemple le bleu de Prusse qui change de couleur. Parce que si vous privez du bleu de Prusse qui est en équilibre d'oxydation, si vous le privez d'oxygène, eh bien, ça va changer de couleur. Donc, la réponse n'est pas simple. Nous, on préfère l'irradiation gamma à partir du moment où on travaille dans l'épaisseur. À partir du moment où on travaille dans l'épaisseur, on a une valeur ajoutée par le rayonnement gamma en termes de fiabilité. Oui ? Non, ils ne sont pas pérennes dans le sens où ils sont uniquement curatifs. Il n'y a pas d'effet préventif. Donc, c'est au propriétaire de l'objet, au responsable de l'objet derrière, d'assurer la prévention pour... alors, je parle là du traitement biocide. Par contre, quand on est sur le traitement avec des résines styrène polyester, alors là, oui, c'est un traitement qui est très pérenne. Les résines styrène polyester sont extrêmement stables. Et là, on a quelque chose qui est effectivement très, très pérenne au sens commun du terme. Ouais. Quel est le nom d'ingénieur qui a eu l'idée des... Louis Donadillac. Louis Donadillac, oui. Pourquoi vous avez pas cité son nom? C'est dommage. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis sa photo quand même. La marge là, d'Arles, Oui. elle a été traitée où? Ah, complètement tout chez nous à Grenoble. Hein. À Grenoble? Oui, oui. Depuis, nous, on intervient. Notre slogan, c'est de la fouille au musée. Donc, nous, on est intervenu des berges du Rhône, toute la conservation, et jusqu'à la présentation muséographique, c'est nous. Je vous pose cette question parce qu'il me semblait que dans une émission de télévision, vous avez cité Genève. Mais bon. Non. C'est tout Grenoble. Ouais. Excusez-moi, vous avez mis combien de temps pour la restaurer de A à Z? Eh ben, on a mis 2 ans et demi, ce qui est complètement fou.
c'était un pari un peu fou. Hein. En fait, il a fallu faire... Alors, d'abord, c'est souvent, on a des contraintes. Nous, on aime bien prendre notre temps. Les Scandinaves, qui sont les champions du bois archéologique, eux, ils prennent encore plus le temps que nous. Mais nous, on a des contraintes, en général, qui sont dues au temps politique. C'est souvent le politique qui paye, via les collectivités locales, via les musées, Et lui, faut qu'il voit le résultat dans sa mandature. Alors, pour Arles, c'était encore pire que ça, puisque le projet s'inscrit dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, donc 2013. Et il a été décidé de faire cette opération en 2010, je crois. Enfin, bon, les opérations de fouille ont commencé en 2011. Et il fallait que le bateau soit dans le musée en 2013. Et donc, c'était fou. Hein. On avait... déjà, pour la fouille en elle-même, ça semblait pas très réaliste. Néanmoins, il y a un moment où il y a des gens qui ont décidé. Et on a décidé d'y aller. Et déjà, il y a eu une chance énorme sur la fouille, c'est qu'il n'y a pas eu de crue du Rhône cette année-là. Oui, le lendemain, ils ont retiré le tronçon 10 et le lendemain, ouais. Donc, voilà, ça a été très très vite. Ouais. Oui, d'abord, je crois. Vous avez répondu à une question que je vais vous poser, mais vous avez montré des images d'instruments de musique, en particulier de violon. Oui. Vous aviez probablement connu les rayons gamma. Oui, on fait de la désinsectisation sur les... Tout à l'heure que les rayons gamma avaient quand même un effet délétère. Alors, j'utilise pas le mot délétère. Vous avez peut-être remarqué, mais bon. Ça peut pas être complètement neutre. Je suppose que vous avez proposé de construire des violons notamment pour 50 000 €. Non. Simplement, la question, c'est qu'il y a une théorie qui veut que lorsque Stradivarius fait des violons extraordinaires, Oui. il y avait à cette époque-là une maladie du foie qui pathologisait les cellules. Oui. Donc, peut-être expliquerait cette sonorité extraordinaire de ces violons. Donc, est-ce que dans les instruments que vous avez traités, les musiciens nous ont dit qu'il y avait une modification du son ou quoi? Alors, les musiciens, les luthiers avec qui on a travaillé pour tous les instruments de musique nous ont dit qu'ils n'ont jamais noté la moindre différence. Je voudrais bien travailler avec des gens comme la Cité de la musique ou des choses comme ça, qui font des mesures mécaniques très précises derrière pour vérifier que mécaniquement, on n'a vraiment aucune différence perceptible, parce que aucune différence, ça n'existe pas, mais perceptible, du moins dans ce qu'on sait faire comme mesure. Bon, c'est pas facile d'avoir ce genre de référence. Néanmoins, on travaille. Alors, moi, j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des Stradivarius, ni sur des Guarneri, ni sur mais sur des violons de Mirecourt de 200 ans, où on n'a jamais eu de problème. Pardon ? Le prix n'est pas le même. Non. Non. On va de 50 000 € à 2 millions d'euros. Oui. Oui. À travers le monde, combien de centres sont équivalents au vôtre? Alors, ça dépend de quoi on parle. Parce C'est qu'on... le même système, enfin, le Alors, même type de traitement. il y a 2 irradiateurs au monde dédiés au patrimoine. Le nôtre et un irradiateur dans le musée de la Bohème à Rostoki, à côté de Prague.
Sauf qu'au musée de la Bohème à Prague, ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils n'ont pas changé les sources depuis très longtemps et je crois que ça ne fonctionne plus. Par contre, il y a pas mal d'équipes dans le monde qui travaillent sur l'irradiation pour le patrimoine. Il y a la Hollande, la Corée, il y a les Roumains qui sont très très présents, il y a les Croates. En Amérique du Sud, les Brésiliens et les Argentins qui irradient beaucoup, en particulier le papier. Alors que c'est une chose que nous ne faisons pas en France. Alors on se pose beaucoup la question en France parce qu'on n'irradie pas le papier, mais on utilise l'oxyde d'éthylène sur le papier et c'est pas forcément mieux. Mais bon, néanmoins, voilà. Donc ça, c'est pour la partie irradiation. Néanmoins, c'est essentiellement l'utilisation de l'effet biocide. Les résines styrène polyester, on est quasiment les seuls au monde à le faire. On est intervenu au Mexique pour traiter une statuette Maya avec un irradiateur au Mexique, mais c'est nous qui avons fait l'opération sur place. On fait un transfert de technologie actuellement avec les Roumains, donc et on a déjà fait quelques objets en Roumanie d'imprégnation, pareil, en styrène polyester. Mais c'est quelque chose qui est quand même très limité. Ça n'a pas vocation à être une solution de très grande ampleur. Hein. C'est vraiment si c'est approprié et seulement si c'est approprié. Alors, ensuite, pour les bois gorgés d'eau, donc avec les techniques classiques, il y a un certain nombre de gros centres dans le monde. Il y en a en Allemagne, il y en a beaucoup dans les pays scandinaves qui ont été les pionniers du traitement des bois gorgés d'eau. Et puis, il y en a en Australie, aux États-Unis, au Canada. Mais ça commence un peu dans les pays méditerranéens. L'Italie n'a pas vraiment encore son centre de traitement des bois gorgés d'eau. Les Turcs ont un très gros site où ils ont trouvé des dizaines de bateaux et ils sont en train de monter un site, mais avec les Allemands. Alors les Allemands utilisent une technique qui est encore un petit peu autre chose, ils utilisent la mélanine. Donc c'est aussi un procédé de polymérisation, mais qui est déclenché par la chaleur. Donc ils déclenchent des polymérisations à 60 degrés. Avec des produits extrêmement toxiques, là cette fois-ci, beaucoup plus toxiques que le styrène, mais une fois polymérisés qu'ils ne sont plus, à condition qu'il n'y ait pas de résidus non... Enfin voilà. Oui. Dans la ville à Voisin, on a une crypte avec des peintures qui datent du Xe siècle. Oui. Est-ce que vous traitez ce genre de choses? Et qui décide de la manière dont on traite? Alors, je suppose que les fresques, c'est sur un support minéral. Donc, nous, a priori, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, à moins qu'il y ait un problème de champignons sur les murs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de robot. Alors, les Tchèques avaient fait à un moment un robot et voulaient traiter donc des in situ. Mais nous, pour traiter in situ, c'est compliqué. Alors, on y a déjà pensé. Hein, il y aurait des moyens qui existeraient. On pourrait faire ça avec des gros gammagraphes. Les gammagraphes, c'est des appareils qui servent à faire des radiographies, mais sauf qu'au lieu d'être avec du rayonnement X, c'est du rayonnement gamma pour des grosses épaisseurs de béton. Donc, on pourrait faire ça. Ça serait possible. Ça demanderait des choses un peu compliquées. Donc, s'il y a ça serait pour traiter le problème de champignons s'il y avait des champignons. On a pensé ça aussi pour des grottes ornées. Donc il y a un intérêt pour ça. Néanmoins, ça n'a jamais été pratiqué. Ça serait très compliqué à mettre en œuvre. Il faut des doses énormes. Vous avez vu, donc faire ça à l'extérieur, c'est pas simple. Alors, l'autre question, c'était qui décide? C'est le conservateur qui doit décider en s'entourant des compétences qui vont bien. Le conservateur, sa formation, c'est le décideur, finalement, en matière de conservation.
Alors, il ne doit pas faire ça seul dans son coin, il doit faire ça en s'appuyant sur les compétences des restaurateurs et des scientifiques ou des technologues qui ont une compétence vis-à-vis des traitements qui sont applicables. Le papier, on le traite en désinsectisation. Normalement, on ne le traite pas en traitement fongicide. Néanmoins, on se pose fortement la question. Parce qu'il y a quand même un souci. Actuellement, je vous dis, on n'utilise que l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est compliqué. Ça demande des installations qui sont, elles aussi, très, très réglementées. Il y a plein de pays qui l'ont complètement banni. Alors, ça ne sera jamais complètement banni, je pense, parce que c'est très complémentaire avec l'irradiation gamma en termes de stérilisation médicale. Il y a des produits qu'on ne passe pas en rayonnement gamma en stérilisation médicale. Et inversement, il y a des produits qu'on ne passe pas en oxyde d'éthylène. Donc, voilà. Mais la question se pose, oui. Non, il y a un véritable effet chimique qui est mesuré, qui ne débouche pas sur une dégradation macroscopique, mais on sait qu'on va casser un certain nombre... Le papier, c'est essentiellement de la cellulose. La cellulose, c'est une longue chaîne c'est un polymère. Hein. On va raccourcir de temps en temps la chaîne. Donc si on le faisait trop, derrière, on affecterait directement la mécanique. Donc, comme on sait le mesurer, on considère qu'on est déjà dans un processus de dégradation. Alors, après, il faut réfléchir qu'est-ce qu'on risque? Quel est l'enjeu de conservation? Si, voilà. Alors, si on a le choix entre ne rien faire et laisser dégrader par la biologie, il est clair que le dommage sera beaucoup plus important par la biologie que le dommage qu'on aura ici. Par contre, si on a une technique alternative, et jusqu'à présent on considère qu'on a une technique alternative pour laquelle on n'a pas mesuré ce degré de dépolymérisation, on préfère utiliser cette technique alternative. Sachant que cette technique alternative, elle pose quand même d'autres problèmes, en particulier en termes de santé, hein, puisque vous allez gazer, entre guillemets, un objet, et derrière, il ne faut pas qu'il dégaze, parce que s'il dégaze, donc il faudra l'avoir fait suffisamment dégazer pour qu'il puisse être manipulé derrière. Donc ça pose quand même des problèmes. Et puis il y a quand même aussi des matériaux incompatibles qui peuvent très bien se retrouver dans des archives et qui sont incompatibles avec l'oxyde d'éthylène. En particulier, ça provoque des oxydations importantes. Voilà. Donc il faut trouver le bon compromis. Alors c'est vrai que des fois on peut tomber sur des réticences qui sont irrationnelles aussi. Hein. On est entre guillemets nucléaire, hein. Donc ça faut pas ça existe, hein. Mais bon, faut espérer que c'est pas trop souvent. Oui. Mis à part la statue, mis à part Ramsès II, quel est l'objet qui vous a le plus marqué dans la restauration? Alors, pour moi, puisque je l'ai vécu vraiment de très près, c'est le bébé mammouth quand même, puisque là, j'étais en première ligne. Alors, on a eu quelques très belles statues et des opérations. Moi, la Pietà qu'on nous a présentée personnellement, je l'aime beaucoup. Il y a un objet que j'ai beaucoup aimé, qui est un objet très simple, qui vient de la même collection que ces poulies,
Donc ça, c'est 2 épaves corsaires qui ont été coulées au large de Saint-Malo, les épaves dites de la Natière. Il y a quelques éléments du bateau qui ont été sortis, mais il y a surtout des objets de la vie de tous les jours qui ont été sortis. Et il y a quelque chose qui m'a toujours ému, c'est un écarteur de hamac. Voilà. Bon, on voit beaucoup d'objets. Alors, il y a quelque chose de très frustrant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'objets que je n'ai pas vus. Parce que quand je fais un traitement uniquement de désinsectisation, ben souvent l'objet m'arrive emballé. Et on traite à travers la caisse. La caisse est complètement transparente. Comme ça, on évite tous les problèmes de manipulation. Et il y a quand même un certain nombre d'objets que j'ai traités et que je n'ai jamais vus. Donc c'est un peu frustrant. Oui. Pas une question, c'est juste un témoignage par rapport à ce que vous expliquiez sur Access. Il y a une douzaine d'années, j'ai eu le privilège d'entendre Madame Desroches-Mosecourt à Sacré et qui nous avait, avec photo à l'appui, expliqué toute l'opération qui a permis le traitement de la momie de Ramsès. Ouais. Ben, elle est morte il y a 1 an environ. Ouais. Ouais. C'était manifestement un personnage. C'était un personnage sans papier, mais j'avais tenu 2 heures et la directrice de Sacré a dû l'arrêter. Oui. Et sachant qu'elle avait des problèmes, mais bon, sur Ramsès II, paraît-il qu'elle était intarissable. Oui. Vous avez projeté des photos qui montraient cette opération. Mais il y a un film, Il y a un film CEA aussi. Allez, il y en a peut-être une dernière. Alors là, je suis incompétent. Voilà. C'est un bruit qui circule, en fait, une information. Elle serait trop belle pour être vraie. Voilà. Écoutez, merci bien.